Bonjour, bienvenue sur Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Donc, vous le savez, vous pouvez découvrir chaque mois des personnalités, des hommes, des femmes qui partagent cette conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique ou autres. Et qu'il en va en fait tout autant d'ailleurs d'un sujet d'équilibre de notre société que de levier de croissance économique. Et j'y ajoute, parce que l'actualité le met en évidence de plus en plus, j'y ajoute la nécessité d'une contribution égale des hommes et des femmes à la construction du monde futur, alors notamment au travers de l'intelligence artificielle, pour que ce monde soit également favorable aux hommes et aux femmes. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir tout d'abord Delphine Rémy-Boutan. Delphine Rémy-Boutan, qui est entrepreneur, qui est dirigeante d'un cabinet de conseil en stratégie numérique, mais qui est également la présidente fondatrice de la Journée de la femme digitale, et elle nous parlera bien sûr des femmes dans la tech. Je recevrai ensuite Christiane Ferralchoul, qui sera notre grand témoin. Christiane Ferralchoul étant avocate et ayant été notamment à la fois présidente du Conseil national du barreau, bâtonnière du barreau de Paris, et elle nous parlera donc de sa vision des femmes dans le monde de la justice, mais aussi un petit peu plus globalement de l'égalité homme-femme. Et au niveau du portrait, je recevrai Catherine Huard-Lefin, qui est la présidente fondatrice du groupe EFIS. EFIS qui rassemble 3 entreprises qui travaillent dans le secteur de la prestation de services, notamment à l'industrie aéronautique, qui a de surcroît la caractéristique d'être des entreprises adaptées, c'est-à-dire employant majoritairement des collaborateurs handicapés. Voilà. Et je vais commencer tout de suite avec Delphine Rémy-Boutan. Bonjour Delphine Rémy-Boutan. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être venue. Alors d'être venue nous parler de ce sujet qui est de plus en plus prégnant, qui est comment faire pour parvenir à un équilibre homme-femme dans le sujet de la tech. Alors c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui vous a d'ailleurs amené à créer depuis bientôt, 10 ans passés maintenant, la Journée de la femme digitale. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est quoi exactement ? Alors, la journée de la femme digitale, c'était un clin d'œil en fait à la journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Et quand je suis rentrée de mon expatriation à Londres et aux États-Unis pendant presque 15 ans, j'étais régulièrement invitée à des événements pour parler tech et innovation. Et je me retrouvais souvent la seule femme autour de la table. Et pourtant, il y en a des femmes dans la tech. Et donc, c'était cette idée de créer cette journée dédiée aux femmes digitales, aux femmes qui changent le monde grâce à la technologie. Et c'est une date maintenant qui devient une date marronnier. Emblématique. Emblématique. Qui est suivie dans beaucoup d'entreprises. Bien sûr. Et on l'encourage. C'est le 17 avril. Et c'est chaque année. Alors, effectivement, cette journée de la femme digitale, vous avez décidé de la structurer comme un business, et vous avez donc, au fur et à mesure, bâti une offre complète autour de cette journée emblématique annuelle. Vous avez créé la Fondation Margaret, vous avez ensuite créé le club JFD. Bon, et vous m'avez dit, quand on a discuté ensemble auparavant, vous m'avez dit que finalement, chacune de ces étapes avait correspondu à un manque qui avait été révélé par les études que vous menez régulièrement, et qui vous avez amené donc à répondre par ces différentes structures. Alors comment... Oui, tout à fait. Ouais. En fait, à la JFD, on est vraiment un cercle de réflexion et on utilise les résultats de nos études pour trouver des solutions face à cette sous-représentation dans ce secteur qui représente le futur. Et ces études nous montrent que, effectivement, les femmes ne networkent pas assez, donc c'est pour ça qu'on a créé le JFD Club. Les femmes entrepreneurs et les femmes dans les grandes entreprises manquaient de formation sur des sujets divers, et donc on a créé cette Fondation Margaret pour effectivement aider et soutenir la partie formation. Et cette année, cette étude qu'on a remise le 8 mars auprès du ministre Jean-Noël Barrot, qui était la première étude dédiée aux startups à impact en France, était aussi pour flécher l'investissement vers ces nouveaux talents. Parce que nos 3 actions principales à la JFD qui n'ont pas changé depuis notre existence, depuis 11 ans, notre entreprise à mission, c'est l'éducation à la formation, les rôles modèles, créer davantage de rôles modèles accessibles et mettre en lumière
un maximum de femmes dans ces nouvelles technologies. Donc, éducation, formation, rôle modèle et enfin, financement pour réduire l'écart du financement entre les femmes et les hommes. Oui, toujours ce sujet qui revient parce qu'il est effectivement tout à fait présent. Alors, vous êtes comme je l'ai dit en introduction, vous êtes une pionnière dans ce domaine et vous avez eu toujours des idées novatrices en la matière. Alors finalement, votre regard sur les 10 années passées, comment vous voyez l'évolution de la place des femmes dans la tech? Comment vous voyez la situation aujourd'hui? Alors, cette étude de cette année, 2023, qu'on a remis le 8 mars à Bercy, elle montre une accélération encourageante. Ce n'est pas un acte de naïveté que de le dire. Je pense que c'est important de montrer quand il y a une accélération. Bien sûr. Donc, dans ces startups à impact, ces femmes qui vraiment s'engagent à créer des entreprises ancrées dans notre quotidien et qui proposent des solutions grâce à la technologie pour changer le monde, sont là, sont bien présentes et s'y engagent. Et on voit d'ailleurs une augmentation de ces startups dans les 5 dernières années, puisqu'on passe de 27% de représentation à 34%. Donc c'est une accélération encourageante, mais qu'il faut encore plus soutenir, parce que si on fait un parallèle par rapport à ce qui s'est passé dans les années 70, le numérique prend ses lettres de noblesse, les hommes s'engouffrent pour faire carrière, puisqu'à l'époque, les hommes faisaient carrière. Une femme, dans les années 70, ne faisait pas carrière. Bien sûr. Et à cette époque-là, on était à peu près à 30%. Et aujourd'hui, on peine à augmenter ce chiffre. Et les startups à impact, l'impact vit cette révolution que je trouve assez similaire dans les chiffres et dans beaucoup de choses. Et il faut faire attention à ce qu'on ne revienne pas à ce biais qu'on n'a pas réussi et sur lequel on est en train de combattre continuellement pour arriver. Et donc, il y a ce parallèle qui nous donne aussi un signal d'alarme. Oui, votre idée, ce que vous développez, c'est qu'en fait, c'est la notion de... Parce que, vous soutenez des start-upeuses nécessairement, de par le sujet de la tech, mais vous considérez et vous observez surtout que cette notion de volonté d'impact est plus présente encore chez les femmes, c'est bien ce que vous m'avez dit, et que par conséquent, votre espoir finalement, et le côté positif, c'est de voir que comme les femmes, comme les jeunes femmes ou plus âgées qui créent des start-up dans la tech veulent avoir de l'impact, alors cette partie-là devient plus importante et donc nous permettra sans doute d'atteindre davantage la parité. C'est bien ça. Ça, c'est intéressant, le côté impact qui est plus présent, et je l'avais déjà vu dans d'autres études, qui est plus présent chez les femmes, y compris d'ailleurs, pas uniquement dans les start-up, dans l'entreprise en général. Il y a une volonté, il y a un engagement d'impact qui est très important chez les femmes. Donc c'est un élément d'avenir. Et qu'est-ce que vous voyez, il nous reste une minute, mais qu'est-ce que vous voyez comme clé pour accélérer, puisqu'on n'accélère pas suffisamment malgré tout? Alors moi, je crois que l'accélération, elle va se passer, et c'est pour ça que nous, on a proposé 3 actions concrètes au gouvernement. 1, exiger la parité au sein des entreprises fondées par des femmes. Donc il faut exiger la parité au sein des boards. Pour avoir un plafond de financement. Nous, ce qu'on a proposé au gouvernement, c'est qu'il y ait un plafond de financement pour de plus de 1 million d'euros en exigeant la parité. Aller plus loin, donc ça c'est la première... Donc, parité, on va... Exiger, donc il y a 3 actions concrètes qu'on a proposées au gouvernement depuis plusieurs années. 1, exiger la parité au sein des boards des entreprises pour qu'elles aient accès à un financement de plus d'1 million d'euros. 2, aller plus loin que la loi Copé-Zimmermann-Rixin et taxer les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas à la parité de 40%. Nous, on propose qu'elle soit à 50%. Seulement l'égalité est suffisante, 50% de l'humanité, 50%. Et la troisième, c'est créer un observatoire international, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on ait une vision franco-française justement sur ces sujets-là, mais avoir un observatoire international pour regarder ce qui se passe en France et dans les pays européens. Bon, mais donc vous avez donc livré des contributions sur ce sujet-là. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives publiques et privées qui sont prises, donc espérons que toutes ces initiatives aboutissent à nous sortir définitivement de cette sous-représentation des femmes dans le monde de la tech. On en a vraiment besoin pour notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Bonjour, Christiane Ferral-Schul. Très heureuse de vous recevoir, Christiane.
Alors, Christiane Ferralchou, vous avez occupé donc des postes nombreux et prestigieux au sein du monde de la justice. Vous avez été, je le rappelais, notamment bâtonnière du barreau de Paris. Vous avez été présidente du Conseil national des barreaux. Et en tant qu'avocate, vous êtes spécialisée sur des sujets vraiment d'actualité aussi, puisque vous êtes sur des sujets comme la cybercriminalité, comme la protection des données personnelles dans toutes ces dimensions. Et vous avez commis et vous continuez à la fois livres et articles sur ces thèmes qui vous sont chers. Alors, je voulais vous entendre en fait de façon un petit peu générale. Je voulais vous poser une première question. C'est finalement, est-ce que vous avez eu le sentiment pendant tout ce parcours riche que le fait d'être une femme avait eu une influence sur la façon dont vous avez construit votre parcours ? Alors, je vais peut-être vous surprendre. J'ai trouvé que, dans mon cas particulier, je l'ai vécu comme un avantage. C'est vrai que j'ai été plutôt entourée d'hommes. Dans mon domaine de spécialité que vous évoquiez, qui était l'informatique, il y avait des experts hommes. Et je suis rentrée dans une profession qui était majoritairement composée d'hommes. Donc, je ne me suis pas posé de questions, mais si je fais une analyse rétroactive, j'ai trouvé que d'être femme a été souvent un avantage parce que c'est disruptif par rapport au code qui existait en tous les cas à l'époque. Donc oui, ça a été un avantage. Ça a été un avantage. Ensuite, je me suis rendu compte, je dois vous l'avouer, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet et une difficulté lorsque j'ai fait campagne au bâtonnat, parce que j'ai été dans les cabinets d'avocats, que j'ai rencontré les collaboratrices, que je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés. Et là, j'ai pris le problème à bras-le-corps. Donc, vous voyez, c'est oui, mais... Mais c'est vrai que, on en avait parlé ensemble, c'est vrai que cette question qui est souvent posée, qui est trop souvent posée, parce qu'il ne faudrait plus la poser du tout pour qu'elle n'existe plus, mais il y a toujours cette réponse qui est de dire, finalement, moi je n'ai pas ressenti particulièrement quelque chose, en termes de problèmes bien sûr, et pour autant il y en a quand on le voit. Alors justement, vous avez toujours été, quand vous avez pris conscience de cet état de fait, vous avez toujours été une fervente supportrice en bon français de l'égalité et de la promotion des femmes. Comment vous trouvez la situation aujourd'hui, alors dans votre monde, parce que c'est intéressant de savoir dans le monde du droit, et puis également de façon plus générale? Alors, dans le monde de la profession d'avocat, j'ai envie de vous dire que mon premier acte comme bâtonnière a été d'autoriser l'utilisation du mot avocate. Ah oui. C'est rentré dans notre règlement puisque c'était interdit. Et que lorsque j'ai apposé ma plaque d'avocat, eh bien, il a fallu que vous vous battiez un petit peu. Que j'en discute avec mes associés de l'époque. Et c'était des femmes. Et nous n'avions pas le droit d'utiliser le terme avocate, ce qui ne nous a pas empêché de le faire, mais ce n'était pas autorisé. Donc ça a été un acte important, ce qui veut dire qu'il est important de mettre les mots clairement et de les positionner. Et sous ma présidence au Conseil national des barreaux, c'est le principe d'égalité qui est rentré dans le règlement national. Donc, je pense que symboliquement, ce sont des actes forts. C'est une profession qui, vous le savez, est majoritairement composée de femmes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des spécialités qui attirent plus les hommes que les femmes. On va retrouver les femmes dans ce qui est plus humain, de manière générale, que ce soit la famille, le droit du travail, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des chemins croisés. Mais dans la profession, les femmes, je ne vais pas dire qu'elles prennent le pouvoir, mais elles sont majoritaires. Point important, nous avons mis en place le système des binômes. C'est-à-dire que pour se présenter au Conseil de l'Ordre, eh bien, il faut être un homme et une femme. C'est un binôme qui était... Depuis combien de temps? Depuis 2014, 2015. Donc c'est assez récent, finalement. C'est assez récent. Et au Conseil national des barreaux, nous avons des listes paritaires. Et le résultat est là. Nous avons l'égalité dans les institutions de la profession. Donc je pense que c'est en route. Alors il reste du chemin à faire et on le voit avec toutes les actions qui sont menées contre le harcèlement,
Oui. Vous savez que la sur le sujet des violences notamment, voilà, oui, bien sûr. Sur les violences, ce qui se passe dans les cabinets, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Enfin, il y a une libération de la parole dans une profession qui n'avait quand même pas l'habitude d'en parler. Mais sur le plan, là, vous parlez effectivement des femmes sous cet angle très important des violences, bien évidemment, mais sur la vision que vous avez sur le côté pouvoir économique, donc ou politique ou médiatique, mais comment vous voyez aujourd'hui la situation des femmes de votre hauteur de vue? Comment vous voyez la situation? Je pense qu'il y a eu des progrès, et des progrès qui s'accélèrent, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. La meilleure preuve en est qu'aucun homme ne se bat pour être secrétaire d'État à l'égalité ou ministre à l'égalité. En tous les cas, les commissions d'égalité de manière générale partout sont plutôt présidées par des femmes. Donc ça reste l'affaire des femmes, l'égalité, plus que celle des hommes. Vous avez des exceptions, évidemment, toujours ici et là. Je pense que les femmes ont gagné en visibilité. La preuve. Oui, bien sûr. Cette émission est là pour ça. Cette émission est là pour ça. Mais aujourd'hui, par exemple, ça nous choquerait de voir un plateau sur lequel il n'y a que des hommes. Oui. Ça arrive de temps en temps et on le remarque. Oui. Alors qu'avant, on ne le remarquait pas. Pas le cas. Donc la visibilité me paraît quand même importante. Oui. Et puis, vous avez des femmes qui, évidemment, accèdent de plus en plus à des fonctions de haut niveau. Moi, j'ai été la première à occuper les fonctions de présidente au Conseil national des barreaux. Ça se remarque. Voilà. Absolument. Pas tant que ça, mais ça permet en tous les cas de faire avancer les choses. Donc, en résumé, j'ai envie de vous dire, oui, on progresse, il reste du chemin. Il reste à faire, mais bien sûr. Mais nous constatons véritablement, cette prise de conscience a été faite et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Donc il faut garder... Des femmes qui ont leur cabinet, qui créent leur activité. Vous avez de plus en plus d'entrepreneurs. Enfin, on voit tout cela se mettre en place. Donc nous finissons sur une note positive, ce qui est quand même la meilleure façon de le faire. On voit qu'on a devant nous ce chemin que nous prenons avec enthousiasme et esprit énergique. Absolument. Merci beaucoup Christiane pour cet éclairage qui est d'ailleurs non dénué d'humour. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Catherine Huarlefin, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors Catherine, si j'ai eu envie de vous faire venir, c'est parce que, dans cette séquence portrait, c'est parce que vous avez un parcours qui est à la fois très riche, très intéressant, parce qu'en fait, vous avez eu de longues années de salariat, et puis un beau jour, vous avez eu ce déclic entrepreneurial. Vous avez créé votre propre groupe et vous l'avez fait en plus de façon assez spécifique puisque vous l'avez créé donc en entreprise adaptée. Vous allez y revenir. C'est un sujet d'entreprise adaptée, donc employer des handicapés, ce qui est à la fois assez méconnu et assez rare encore aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Au début de l'histoire, vous avez décroché un diplôme d'ingénieur en électronique. Vous étiez la seule fille dans votre promotion. Alors, aujourd'hui, on voudrait avoir beaucoup de filles dans cette même dynamique. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes orientée vers ce diplôme d'ingénieur ? Alors, familial, tout simplement, un contexte familial propice aux études. J'étais passionnée par l'électronique, qui était quand même dans les années 80 un secteur porteur. Et mes parents étaient entrepreneurs et il y avait une entreprise électronique. Donc, j'ai vécu en fait avec l'électronique au repas le soir. Donc, ça m'a donné cette envie. Oui, d'ailleurs, vous m'avez dit qu'il y avait les couleurs des fils multicolores qui vous avaient donné envie. J'allais chercher ma petite maman avec les couleurs de fils, de couleurs, et ça me... toute petite. Bon, donc c'est une des clés pour amener plus de filles vers les métiers d'ingénieur, c'est d'avoir un contexte familial favorable. Exactement. Alors, vous avez démarré en tant que salarié, puis très rapidement, vous avez pris des responsabilités. Vous avez été notamment directrice technique d'une grosse équipe d'ingénieurs. Absolument. Comment ça s'est passé ? Parce que ça, c'est il y a maintenant 40 ans, en quelque sorte. Peut-être pas tout à fait, mais une trentaine d'années, oui, tout à fait. Ouais. Alors, en fait, j'étais dans une entreprise et le directeur technique est parti à la retraite. Donc, il y avait pas mal d'ingénieurs qui briguaient la place. Et un jour, mon patron est venu me voir en me disant « Catherine, est-ce que vous voulez être directeur technique ? Vous avez le week-end pour vous décider. » Et j'ai me dit oui, parce que d'abord c'est quelque chose vers lequel j'aspirais, et puis parce que je savais que ça allait changer ma vie.
Je ne vous cache pas qu'après cette décision, ma vie avec mes collègues a été un petit peu compliquée, puisqu'en fait, j'ai eu quand même, on parlait, voilà, des pneus crevés, voilà, des choses pas très des choses assez fortes. Enfin, assez fortes. J'espère voilà. qu'aujourd'hui, ça ne se passerait plus du tout comme ça. Voilà, donc des actes alors qu'on qualifierait de sexistes aujourd'hui, mais bon, là, on va dire répressifs. Voilà. Mais alors, comment vous avez fait justement, parce que bon, encore une fois, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais néanmoins, le fait de se sentir, aujourd'hui, on parle de syndrome de l'imposteur, on parle d'autres formulations, mais le fait de se sentir attaqué dans la position qu'on occupe, comment vous avez fait pour vous en dédouaner ? En fait, moi, il faut voir que je suis dans un milieu d'hommes depuis même j'ai fait un bac scientifique, donc même déjà alors à cette époque-là, c'était des lycées de filles, des lycées de garçons, donc je peux pas dire que pendant mes études, mais par contre, dès que j'étais dans les études supérieures, j'étais qu'avec des garçons. J'avais deux attitudes possibles. Soit je me lamentais, mais disons que tout me touchait, et j'ai décidé assez rapidement que ça allait me passer au-dessus de la tête, et ça m'est passé au-dessus de la tête, et j'ai tracé ma route. Vous savez que je suis pilote d'avion. C'est aussi intéressant. Donc voilà, vous avez la réponse à votre la réponse à votre question. Je suis passionnée d'aéronautique, donc j'ai passé mon brevet de pilote. Je suis pilote de ligne. J'ai passé mes qualifications de vol aux instruments. Et je pense que une des qualités premières d'un pilote, c'est que quand il décolle, il se pose et il se pose entier avec tous ses passagers. Voilà. Et d'ailleurs, on dit toujours l'avion décolle contre le vent. Donc exactement, donc, face au vent. Donc c'est un point important. Toujours, il se pose aussi face au vent. Et il se pose aussi, donc voilà. Alors justement, dans votre parcours, bon après, vous êtes arrivé à Toulouse, vous avez trouvé un nouveau job très passionnant, etc. Et puis un beau jour, vous avez eu ce déclic, vous avez décidé de créer une entreprise. Alors pourquoi ? Alors en fait, j'étais dans un système managérial, ce qu'on appelle le middle management, c'est-à-dire que je travaillais pour un gros bureau d'études, je dirigeais 200 ingénieurs qui travaillaient sur toute la gamme Airbus, qui était passionnant, mais j'étais dans le middle management et du coup j'étais amenée à appliquer des décisions qui n'étaient pas forcément les miennes et avec lesquelles je n'adhérais pas ou que je ne comprenais pas d'ailleurs. Je ne remets pas en cause les décisions. Et j'ai décidé un jour de créer mon entreprise avec mes valeurs managériales. Ça a été le point de départ. Et après, le cheminement a fait que quand je me suis dit, c'est bien beau, tu veux créer ton entreprise, ma grande, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Au hasard de mes rencontres, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap. Et j'avais une image excessivement réductrice du handicap à cette époque. Ce qui est souvent le cas. Et ce qui est encore malheureusement le cas, un peu moins, mais quand même encore. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux qui étaient ingénieurs, qui étaient techniciens, mais qui avaient eu un accident de vie et qui se retrouvaient avec la double peine, celle d'avoir déjà le handicap, plus des problèmes professionnels, plus des fois la triple peine, avec aussi socialement dans leur vie, des problèmes d'accès au crédit, enfin des choses comme ça. Et ça a été mon point de départ et je me suis dit, je vais créer une entreprise où je vais favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap. Au début, ce point de départ, c'est favoriser. Et puis, ça a eu du succès. Et en fait, à partir de favoriser, j'ai eu quasiment 80% de salariés en situation de handicap. Et aujourd'hui, je suis toujours quasiment à 80%. Alors, vous m'avez dit que d'ailleurs, vous travailliez à l'époque en tant que salarié déjà, et ensuite pour Airbus notamment. Et vous m'avez dit que vous avez eu la chance, parce qu'il y a toujours des chances dans la vie aussi, il y a des opportunités qu'il faut saisir, mais il y a aussi de la chance. Vous avez eu la chance, quand vous étiez vraiment installé dans votre métier et dans votre statut d'entreprise adaptée, d'avoir Airbus qui a voulu faire quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que au début, mes grandes idées, j'étais la seule à les partager. Enfin, c'était mon cerveau gauche avec mon cerveau droit. Donc du coup, j'ai commencé par des activités un petit peu plus faibles de valeur ajoutée que ce que j'espérais faire, avec des prestations de services plutôt administratives. Donc j'ai créé la marque Solucia, qui existe toujours. Et quand j'ai eu l'agrément entreprise adaptée en 2013, j'ai mis quand même 5 ans à l'avoir. C'est compliqué à avoir. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a des financements derrière et que voilà. Et du coup, Airbus a aussi de son côté eu une politique excessivement volontariste sur l'emploi de personnes en situation de handicap. Et du coup, tous mes anciens collègues de l'aéro sont venus me voir en me disant, mais toi, tu as la légitimité pour faire de l'engineering avec des gens en situation de handicap. Et là, j'ai créé iTechWay, qui est maintenant l'activité principale du groupe, mais pas que, j'ai quand même conservé les autres activités. Et effectivement, j'ai été pure player pendant très longtemps. Maintenant, j'ai quelques autres entreprises adaptées qui font de l'informatique, mais en ingénierie système, je suis toujours pure player. Voilà. Et donc, iTechWay, qui est aujourd'hui la partie centrale du groupe, et qui, elle, fait donc des prestations en permanence de haut niveau. Et j'ai des ingénieurs, des docteurs ingénieurs, j'ai aussi des techniciens, j'ai aussi des assistantes PMO. Enfin voilà, j'ai tout. On essaye vraiment de donner la chance à tout le monde et pas que à
ceux qui ont fait des études longues, parce que c'est aussi ça en fait. Oui, Souvent, bien sûr. les gens en situation de handicap, le problème c'est que même s'ils ont des compétences, ils n'arrivent pas toujours à aller au bout de leur diplôme de par leur handicap. Et là, quand je parlais de triple peine, c'est même des fois quadruple peine. Voilà. Et là, donc récemment, il y a un an, un peu plus d'un an, vous avez racheté une nouvelle entreprise, donc Oui. là, À Paris. c'est une diversification. Alors, c'est une diversification. Alors, oui, on va dire c'est une complémentarité des activités que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai racheté une petite agence de communication qui s'appelle Ça Bouge, qui est à Paris, qui donc est à la fois complémentaire de Solucea, puisqu'en fait, Solucea, c'est de la prestation administrative plutôt tout ce qui est impression, routage postal. Donc, c'est l'agence de com intervient dans la créa. Et également complémentaire à Etekwe, puisqu'en fait, je suis en train d'élever c'est un peu prétentieux, disons que de faire évoluer l'activité de Ça Bouge vers des activités de web design, du motion design, de la 3D. Et donc là, on va plus se rapprocher des activités qui sont faites actuellement chez Etekwe, dont certaines sont faites en prestations informatiques. Voilà. Et vous me disiez que cette acquisition, vous l'aviez faite, je vous ai demandé le sourcing, comment vous l'aviez trouvé, vous m'avez dit, mais je l'ai trouvé via le fonds Impact Partner. Exactement. Fin 2015, j'ai un fonds Impact Partner, qui est un fonds à vocation sociale, qui accompagne justement toutes les entreprises qu'ils souhaitent dans des projets sociétaux. Alors, c'est un fonds de croissance, ce n'est pas un fonds d'amorçage, donc il faut déjà être installé. Et eux aussi étaient actionnaires de Ça Bouge. Et Ça Bouge a beaucoup souffert avec le Covid. Parce que Ça Bouge est bien sûr entreprise adaptée. Également entreprise adaptée. Et bien sûr a donc souffert avec le Covid, puisqu'on sait très bien que pendant la Covid, tout ce qui était événementiel a été quand même considérablement réduit, voire annulé. Et ils se sont retrouvés donc avec des difficultés, on va dire, financières. Et donc moi, je suis arrivée et j'ai ramené des capitaux pour remonter cette entreprise. Et là, maintenant, on a réembauché 3 personnes. Voilà. Ça remonte tout doucement, mais ça remonte. Et aujourd'hui, donc, le groupe, c'est donc les 3 entreprises dont on vient de parler. C'est une centaine de salariés. Alors, c'est une petite centaine de salariés, mais vu qu'on en recrute un peu tous les jours, je pense que ça va être 100 dans pas longtemps. Et pour l'anecdote, EFIS, puisque c'est EFIS Group. Alors, EFIS, ça veut dire entreprise à fort impact social. Mais pour ceux qui ont un petit clin d'œil à mon passé, puisque un EFIS aussi, les EFIS, ce sont les écrans qui sont à l'intérieur d'un cockpit et qui permettent à un pilote de piloter l'avion. Là, c'est très fort, parce que là, vous avez vraiment fait la boucle totale. Voilà. Alors, juste en un mot pour terminer, maintenant que ce groupe est constitué et qui tourne, votre principal défi, c'est quoi ? Alors, c'est de faire croître Paris. Je pense que le marché parisien n'est pas assez développé. C'est une manne financière. C'est pas du tout le même marché que Toulouse. C'est peut-être plus volatile, mais il y a beaucoup plus d'activités. Il y a aussi beaucoup plus de gens en situation de handicap. Donc c'est vraiment de creuser Paris, de développer Paris. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est un développement naturel sur Toulouse, mais avec l'aéro, en fait, on vient nous chercher. Paris, il y a du travail à faire. Mais je suis une pilote, donc vous allez y arriver. Je vais y aller. Vous allez y arriver. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc c'est un témoignage engagé. Et là, vous démontrez, je trouve que c'est intéressant de le montrer davantage que ce que l'on voit en général, mais vous démontrez qu'on peut tout à la fois avoir une forte préoccupation et une forte volonté d'impact social. Vous avez choisi le handicap comme étant l'élément qui vous motive, mais il y en a d'autres. Mais on concilie avec l'entreprise et avec la rentabilité de l'entreprise, qu'elle puisse se développer. Alors nous, on a vraiment, c'est qu'en fait, je dis toujours, nous, on a une performance économique qui est à la mesure de notre performance sociale. Exactement. Et je pense que ça devrait être le cas de beaucoup d'entreprises. Exactement. Mais écoutez, merci pour ce dernier propos. Merci beaucoup. Donc notre émission est terminée. Bon, écoutez, j'espère que, comme chaque mois, vous avez trouvé passionnant les différentes interventions. Et je vous dis à très, très, très bientôt.